Salut tout le monde, c'est Meshkat, j'espère que votre période de confinement se passe bien. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo un petit peu particulière puisque l'on va revenir en détail, et il était temps, sur mes 10 films préférés de la décennie afin que vous découvriez ensemble un top absolument incontestable des 10 films qui sont absolument incontournables dans toute la cinématographie mondiale de ces 10 dernières années. Voilà, ce sera une liste complète, absolue, parfaitement justifiée des 10 meilleurs films de cette décennie, parce qu'après tout, il était temps de le faire puisque c'est une chaîne qui parle avant tout de cinéma. Bah oui, évidemment c'est un poisson d'avril. Alors en réalité aujourd'hui j'ai plutôt décidé de revenir sur un petit peu autre chose, même si ça va quand même parler de cinéma. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais sur mes vidéos, notamment sur les gros sujets de Déjà Entendu, j'adore mettre en musique de fond, en musique d'ambiance, des musiques extraites de bandes originales de films, de séries, de jeux vidéo, etc. Parce que je suis un très grand fan de bandes originales en tout genre, c'est la principale musique que j'écoute. Plus encore que les musiques, on va dire les chansons, les artistes musicaux, les groupes de rock, etc. qui sortent habituellement. J'en écoute aussi, je suis très fan de certains groupes, de certains artistes, mais mon péché mignon à moi, c'est plutôt les bandes originales de films, de jeux vidéo et de séries. Et je trouvais que c'était intéressant de revenir là-dessus, parce que oui, cette chaîne parle beaucoup de musique, on parle aussi bien de morceaux qui sont sortis il y a quelques années que de morceaux plus récents, notamment dernièrement avec les fameux calendriers de l'après. Mais c'est vrai que j'écoute pas suffisamment de musique actuelle pour pouvoir dresser un top des meilleurs albums ou des meilleures chansons de ces 10 dernières années comme j'aurais pu le faire. Mais je me suis dit que, histoire de faire un top sur la décennie, et comme j'avais quand même envie de faire un sujet un petit peu intéressant pour ce 1er avril, c'était l'occasion de revenir un petit peu sur mes passions à moi, et donc à savoir les bandes originales de films que j'adore écouter, et donc faire un petit top qui bien sûr n'a rien d'absolu et d'incontestable, hein. Mes goûts sont très personnels, c'est donc mon top à moi, ce sera certainement pas le vôtre, et certainement qu'il y aura beaucoup de morceaux ou de BO de films que vous appréciez et qui ne seront pas dans ce top. J'espère que ce sera le cas d'ailleurs, parce que ça permettra d'avoir un petit échange, hein. Vous n'hésiterez pas en commentaire à dire vous de votre côté quels sont les BO que vous aimez. Mais trêve de palabres, cette intro est beaucoup trop longue, on va maintenant revenir en détail sur les 10 BO de films que je préfère. Alors petite précision aussi avant de commencer, je me suis mis quelques contraintes, notamment par exemple on va parler de musique originale composée expressément pour le film. C'est-à-dire qu'on ne parlera pas par exemple de compilations de musique qui font une BO. Je veux dire, on a des exemples comme Birds of Prey, ou plus anciennement peut-être Suicide Squad, voilà, ou Les Gardiens de la Galaxie encore, voilà, tout ça ce sont des compilations de musique qui existent déjà. Alors oui, certaines de ces BO sont très intéressantes parce que justement elles compilent intelligemment différents morceaux assez différents autour d'un thème commun. Parfois il y a des reprises dans le lot, des remixes, mais je trouve que ça n'a pas sa place dans ce top. J'avais envie vraiment de parler de musiques originales qui ont été composées expressément pour la création des films dont on va parler. Allez, c'est parti, on commence avec le numéro 10. Numéro 10, Cosmopolis. Alors il y aurait beaucoup à dire sur le film Cosmopolis. Quand je suis allé le voir, je me rappelle, il y a à peu près la moitié de la salle qui a quitté son siège avant la fin du film. Bon, après en même temps, on devait être une trentaine dans la salle, grand maximum, hein. C'est un film assez particulier parce que c'est adapté d'un livre qui est écrit, je crois, par Dan DeLillo, et il a un style très verbeux, très pompeux et très lourd, et ça se ressent vraiment dans les dialogues et même dans la mise en scène. C'est très particulier, c'est du David Cronenberg moderne. Voilà, c'est pas à la portée de tout le monde, il faut s'accrocher, et moi-même j'avoue que bon, voilà, j'ai trouvé ce film un peu lourd, mais il y a certaines scènes qui m'ont marqué malgré tout, hein, notamment celle où Robert Pattinson a un contrôle médical. Voilà, j'en dis pas plus, mais c'est assez hallucinant de mise en scène et d'audace, hein, et de direction d'acteur surtout. Et pour ce qui est de la musique, donc elle a été composée par Howard Shore et Metric. Alors Metric, c'est un groupe de musique moderne, c'est du rock progressif je crois, sans me tromper au niveau du style. Et Howard Shore, il est principalement connu pour avoir fait la bande originale du Seigneur des Anneaux, hein. Un petit film indépendant si vous voyez le genre. Donc oui, effectivement, voilà, on est sur du lourd en termes de BO.
Faut savoir d'ailleurs, fait intéressant, parce que point commun de Robert Pattinson, Howard Shore et Metric avaient notamment participé à la bande originale de Twilight 3, notamment la chanson de fin que j'aime beaucoup, qui amorce le début du générique de fin de ce film. J'aime beaucoup cette chanson, je crois qu'elle s'appelle I'm Yours ou I'm All Yours, je sais pas exactement, et voilà, et j'ai adoré cette musique. Après la saga Twilight c'est un peu plus discutable, mais en tout cas j'ai trouvé du coup très intéressant de réunir à nouveau ce compositeur et ce groupe pour proposer une bande originale. Il y a pas mal de chansons, mais qui ont été composées spécialement pour le film. Après, la musique instrumentale, c'est essentiellement beaucoup de nappes électro et comment dire, de samples qui se répètent, des boucles. Tout simplement, des boucles qui sont assez longues. Alors, ça peut rebuter certains, c'est un style particulier. Moi, j'aime beaucoup ce style d'électro, surtout quand ça s'accorde bien avec un film. On aura l'occasion d'y revenir pour d'autres BO plus tard. Donc je trouve que l'ensemble est vraiment très intéressant. Il y a un côté, voilà, il y a un côté électro, ambiance un petit peu feutrée, un petit peu. Voilà, c'est pas à la portée de tout le monde et comme je dis, c'est normal que ça ne plaise pas à beaucoup de monde parce que c'est un parti pris particulier, mais je trouve que ça retranscrit très très bien l'atmosphère de ce film qui a un côté un petit peu moderne et froid tout en étant, et rigide surtout, tout en étant un petit peu mystique, énigmatique dans le fond. Et voilà, il y a vraiment des morceaux de cette BO qui sont très intéressants et que d'ailleurs vous pouvez retrouver dans ma deuxième vidéo sur les One Direction. Voilà. Numéro 9, Simon Werner a disparu. Alors, je ne pouvais pas ne pas faire ce classement sans mettre au moins un film français ou une BO composée par un artiste français. Voilà, alors je voulais essayer d'être un petit peu équitable. Alors, c'est peut-être pas forcément un top 10 du coup très très objectif, peut-être qu'il y a des BO que je préfère davantage que celle-là, mais je voulais vraiment en parler malgré tout parce que l'exercice est assez intéressant. Simon Werner a disparu, c'est un film qui est sorti en 2010, qui met en vedette Anna Girardot, la fille d'Hippolyte Girardot, alors qui n'a pas de lien de parenté avec Annie Girardot, je crois, mais qui est donc du coup, qui se débrouille plutôt bien d'ailleurs dans ce film. On y retrouve également un jeune homme dont j'ai complètement oublié le nom, mais qui je crois a été un des gagnants ou un des finalistes de la Nouvelle Star de je sais plus quelle année, et qui se débrouille très bien aussi. Voilà, l'intrigue se passe dans un lycée, il y a des disparitions d'élèves, il y a une histoire de tueurs en série, voilà, c'est une ambiance assez particulière. Le réalisateur de ce film, c'est le premier film d'ailleurs, et il a été nommé au César, il l'a pas gagné, je trouve ça dommage, mais il a été nommé au César en tout cas pour la première réalisation. Et il a fait plus tard la série Les Revenants. Donc voilà, c'est pas un tâcheron non plus, et on retrouve déjà cette atmosphère assez mystérieuse, assez feutrée encore une fois, et voilà, très dans la sobriété, très dans le mystère, très sombre, et ça se retranscrit assez bien. Et la BO donne un côté très nostalgique aussi. Alors, on est au début de la nostalgie, on n'était pas encore dans la mode Stranger Things et compagnie, donc c'était quelque chose d'assez expérimental. Et du coup, ça passe à travers la BO par l'utilisation donc d'un groupe qui s'appelle Sonic Youth, qui a ici composé entièrement pour le film différents thèmes. Alors, il y a pas mal de pianos dont le son est échantillonné de manière un petit peu étrange. Il y a de la guitare aussi, il y a beaucoup de guitare électrique, mais attention, c'est pas de la guitare stylisée, non, c'est une guitare, enfin stylisée dans le sens, je veux dire, un petit peu commercial. Non, c'est une guitare qui est un petit peu comme si on était en train de l'accorder, ou comme si, voilà, elle sonne un petit peu, il y a des distorsions, il y a des choses, il y a des saturations. Voilà, ça se joue beaucoup dans ce registre-là. Ça fait vraiment un style très années 70-80, il y a un côté un peu grunge. Et vraiment au niveau de l'ambiance, je trouve que ça passe très bien, c'est vraiment très intéressant. Et voilà, ce film mérite votre attention, et cette BO, elle a un côté qui rappellera un petit peu Mogwai. Euh, Mogwai, c'est un groupe aussi qui est un petit peu dans ce style-là, qui a fait la musique de Zidane, un portrait du 21e siècle, je crois que c'est le titre entier du film, qui est un film, qui n'est pas vraiment un film, qui est un match de foot filmé,
c'est assez bizarre. Mais la BO est vraiment très intéressante et eux ils avaient collaboré avec Clint Mansell sur la BO de The Fountain. Donc voilà, il y a il y a un côté très électrique, strident un petit peu. Voilà, on retrouve vraiment tout cet aspect-là dans la BO de Simon Werner. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ce film parce que c'est un film français qui ose des choses, qui sort un petit peu des sentiers battus. Surtout ce film il y a 10 ans déjà. Et enfin voilà, je trouve que on n'en faisait pas beaucoup des films comme ça et aujourd'hui encore on commence un petit peu à en faire mais pas des masses. Voilà, et proposer une BO comme ça aussi c'est assez inédit pour être souligné. Donc voilà, je voulais vraiment parler de cette BO à ce moment-là. Numéro 8, Interstellar. Alors oui, ceux qui me connaissent le mieux se diront, mais seulement huitième Interstellar, tu t'en mets pas d'autres de Hans Zimmer? Non, je vais pas en mettre d'autres de Hans Zimmer parce que je me suis aussi fixé comme règle de ne pas parler plus d'une fois d'un compositeur. Donc voilà, s'il y avait une seule BO à retenir de Hans Zimmer au cours des 10 dernières années, pour moi, c'est celle de Interstellar parce que c'est celle qui je trouve est la plus originale tout simplement, la plus authentique, celle qui propose vraiment de la nouveauté, principalement parce qu'il y a de l'orgue, hein, vous me direz, c'est la grosse trouvaille de Hans Zimmer sur cette BO là, mais au moins il a eu une trouvaille, ce qui n'est pas le cas dans toutes ses BO, et pour le coup bah, elle passe, ça passe super bien, ça se marie parfaitement au côté spatial, et bon voilà, c'est pas très étonnant, il y a un côté un petit peu de 1000 ans Odyssée de l'espace, le film se voulait un petit peu on va dire le pendant moderne et un petit peu moins froid et un petit peu moins austère de 2001 et je trouve qu'il le fait assez bien. Alors d'Interstellar, certains trouveront que ça n'a rien d'extraordinaire, certains ont détesté. Moi perso, j'ai été très ému par ce film, très touché et enfin voilà, j'ai été à fond dedans et ça a été une vraie expérience cinématographique pour moi quand j'y étais, je l'ai vraiment vécu à fond, à 200%. Ça fait vraiment partie de ces films qui ne s'apprécient vraiment qu'au cinéma. Et vous verrez, il y a certains des films que je vais citer, je crois pas, mais il me semble que certains de ces films, je les ai vus malheureusement que plus tard, et donc chez des amis ou en DivX ou autre, enfin bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Mais la plupart de ces films, voilà, je les ai vus au cinéma, et je pense que l'expérience cinématographique, elle a son importance. Le cinéma ne s'apprécie jamais mieux qu'au cinéma. Je crois que c'était un peu la phrase que disait le gars de l'émission cinéma de la chaîne No Knife, paix à son âme, pauvre petite chaîne partie trop tôt. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'était une façon de contester un petit peu les gens qui téléchargeaient. Mais oui, effectivement, le cinéma, ça apporte un vrai plus pour la plupart des films que l'on va voir, notamment les films un petit peu spectaculaires. C'est sûr, quand tu vas voir une comédie, tu te dis pourquoi aller voir ce film-là au cinéma. Bon, voilà. Mais effectivement, un film de science-fiction, un film qui t'invite au voyage, qui t'invite à une expérience un peu extraordinaire, bah oui, très clairement, le cinéma, c'est la salle de cinéma, c'est quand même là où c'est le plus important de voir ce genre de film. Et c'est aussi là où tu remarques les petits défauts, comme par exemple l'image un petit peu dégueulasse, parce que oui, dans Interstellar, il y a une image qui est parfois un petit peu dégueulasse, très granuleuse, et c'est un parti pris un peu particulier. J'avoue que je comprends l'idée qu'il a pu y avoir derrière, mais ouais, ça peut rebuter aussi ce genre de direction photo. Voilà, il n'en reste que pour la BO, elle est absolument magnifique, très poétique. Il y a un jeu sur les niveaux de volume qui est très intéressante. On n'est pas toujours dans la saturation. J'étais persuadé que pour Interstellar, quand je voyais le genre de film que ça allait être, j'étais persuadé que Hans Zimmer allait nous faire de ce qu'il sait faire le mieux, c'est-à-dire des cuivres, les tout comme ça, à la Inception, quoi. Qu'on allait avoir du Inception à la 300% parce que ça se passe dans l'espace et qu'il fallait du spectaculaire. Et non, il a pris le truc en contre-pied en jouant aussi dans la sobriété, en faisant intervenir d'autres instruments qu'on n'avait pas l'habitude de l'entendre et de l'entendre jouer. Et bah, du coup, le résultat, moi je le trouve vraiment très très intéressant, très captivant. Et voilà, je suis content qu'il nous ait offert ça. Et voilà, je pense que ça mérite vraiment d'être vu. C'est un des plus beaux films, je trouve, de Christopher Nolan. J'ai pas vu tous ses films, notamment les tout premiers. Enfin, j'ai pas vu Insomnia et j'ai pas vu Le Suiveur, par exemple. Voilà. Mais voilà, sur les trois quarts des films que j'ai vu de Christopher Nolan, je crois qu'il y en a pas un qui a jeté. Et je fais partie de ceux qui ont hâte de voir Tenet, même si voilà, déjà il commence à diviser. Mais
On verra bien ce que ça donnera, comme toujours. En tout cas, voilà, Interstellar, c'est vraiment pour moi une BO de cette décennie qu'il faut retenir parce que elle propose des choses vraiment très très belles, vraiment très très prenantes. Le morceau Mountains qui est extraordinaire, le morceau Coward, je crois qu'il s'appelle, qui est superbe aussi. Voilà, il y a vraiment des choses à voir et voilà, faut pas bouder son plaisir, je crois. Donc oui, vraiment Interstellar, un film à voir et une BO à ne certainement pas oublier. Numéro 7, The Girl with the Dragon Tattoo. Millennium, les hommes qui n'aimaient pas les femmes, un premier chapitre donc de la saga Millennium qui était une trilogie à l'origine, et donc premier chapitre à avoir été adapté par David Fincher, qui n'a pas fait les suites, et les suites à mon avis donc ne sortiront jamais puisque visiblement ils ont commencé à adapter le tome 4 ou 5 il y a un an ou deux là, et bon, j'ai pas encore eu l'occasion de le voir, mais bon, ça a pas l'air d'avoir non plus énormément cartonné. Donc bon, je trouve ça un petit peu dommage parce que vraiment ça avait l'air très intéressant. Après, David Fincher, entre-temps, s'est focalisé sur d'autres projets, notamment la série House of Cards, puis la série Mindhunter pour Netflix. Mais bon, Millennium avec donc Daniel Craig et la jeune actrice dont j'ai oublié le nom, je crois que c'est ça, Saoirse Ronan, je sais même pas si ça se prononce comme ça. Bref, je pense que donc cette trilogie par Fincher est laissée à l'abandon et je trouve ça dommage parce que vraiment le premier était vraiment très bon. Et on a le plaisir de retrouver à la BO Trent Reznor et Atticus Ross qui étaient déjà à l'œuvre sur d'autres films de Fincher. Hein, on pense notamment à The Social Network, excusez-moi. Voilà. Et plus tard, ils renouvelleront également l'expérience sur le film Gone Girl, excellent aussi. Mais voilà, si je devais en retenir qu'une seule de ces BO, parce que oui, il fallait faire un choix, comme je vous ai dit, je prends qu'un seul compositeur à chaque fois. Enfin, je mentionnerai qu'un seul compositeur de musique voilà, bref, vous avez compris. Eh bien, je voulais retenir la BO de ce film-là. Parce que je pense que le film ne serait pas du tout le même sans cette BO. L'ambiance est extrêmement bien retranscrite. Il y a des idées à la pelle. Après, c'est une BO assez particulière parce que les morceaux sont assez longs. Les nappes sont très prolongées. Les boucles sont énormément répétées. Donc ça donne des morceaux qui font 6 minutes, 9 minutes. La BO se partage en 3 CD. Donc certains la trouveront certainement indigeste. Personnellement, ça a été un vrai plaisir à écouter, à réécouter, à réécouter. Quand je sais que plusieurs années après, quand j'ai dû écrire des pièces pour mes gamins, parce que j'anime des cours de... Enfin, j'animais à l'époque des cours de théâtre pour des ados et des pré-ados, et j'avais écrit une pièce horrifique une fois, et je me suis servi de cette BO là notamment comme musique de fond pour mettre dans l'ambiance parce que vraiment ça aide beaucoup. Si vous devez écrire une pièce policière aussi, ça marche très bien. Enfin voilà, vraiment c'est une excellente BO. Comme j'ai dit, il y a des idées à l'appel, il y a des atmosphères qui varient d'une musique à l'autre, avec souvent des transitions d'ailleurs entre les pistes, ce que j'apprécie beaucoup d'ailleurs. On n'a pas un morceau qui se termine avec un fade-out de 10 secondes, puis un gros silence là de 3-4 secondes avant de passer au morceau suivant. Non, là, les morceaux s'enchaînent les uns après les autres, un peu comme si on racontait une histoire de bout en bout. Il y a la chanson du générique de début aussi, The Immigrant Song, qui est une reprise de Led Zeppelin, je crois, si je ne me trompe pas. Bref, qui a été reprise ici par Trent Reznor, Atticus Ross, et au chant, j'oublie qui c'est qui chante, mais je crois que c'est la compagne de Atticus Ross, ou je sais plus, et qui chante aussi au générique de fin Is Your Love Strong Enough. Deux chansons absolument superbes aussi, voilà. Donc, ce film, moi je le trouve très très bon. Aussi bon que l'adaptation, c'est norvégien si je dis pas de bêtises, hein, Millennium, mais voilà, il y a eu l'adaptation de la trilogie avec Noomi Rapace dans le rôle de Lisbeth Salander, et l'adaptation norvégienne de la trilogie est très très bonne, il n'y a aucun souci là-dessus. Je pense pas qu'il faille dire que l'une soit meilleure que l'autre, je pense que chacune des deux propose une expérience qui est assez différente, et je pense que voilà, pour Fincher, c'était comme une évidence quoi, d'adapter Millennium et de proposer ce film-là. C'était
pour lui c'était une autoroute quoi. Et vraiment il en a fait quelque chose très personnel qui convient très bien à son style et qui passe parfaitement. Et comme je dis, voilà, la musique de Reznor et Ross passe très très bien, elle est parfaite pour moi cette BO. Elle est très très longue, comme je dis, certains la trouvent certainement indigeste, mais voilà, moi je la trouve magnifique. Je trouve qu'elle coïncide parfaitement, voilà, elle est très sombre, très obscure, très malsaine par moments, mais ça passe très bien avec ce qu'on a à l'image. Et effectivement, ben, ce qui fera après avec ce que ce duo va faire après avec Gone Girl, c'est un petit peu de la redite peut-être, mais ce sera très très intéressant aussi. Et franchement, allez voir Gone Girl et allez écouter la BO de Gone Girl parce qu'elle est vraiment très très bonne. Mais effectivement, je pense que le summum pour moi du travail, il est atteint par le travail qui a été fait sur ce film-là, sur Millennium, parce que sur The Social Network, on était encore un petit peu dans le... Comment dire, on n'était pas encore dans le peaufinage extrême, on n'avait pas encore totalement toutes les libertés de le faire. Voilà, on tâtonnait un petit peu, ça se ressent sur certains morceaux, même si la BO de Social Network est vraiment excellente. Mais voilà, pour moi, on n'est pas encore dans un degré de liberté totale qui pour moi est atteint vraiment avec ce film-là. Donc voilà, pour moi, il n'a pas volé sa place dans ce classement. Film sorti, je le rappelle, en 2012. Moi, j'ai eu le plaisir de le voir fin 2011 au Canada, en VF canadienne, québécoise. Et quand je suis revenu en France, je l'ai vu après avec une amie en VF française. Et je vais pas faire la guéguerre sur VF québécoise, VF française. Pour moi, chaque VF est très bien adapté à son pays. Et c'est normal que les Français n'aiment pas les VF québécoises. Et c'est normal que les Québécois n'aiment pas les VF françaises. Ça sert à rien de se dénigrer les uns les autres. Et si vous aimez la VO, regardez les films en VO, il n'y a pas de souci. Chacun fait comme il veut. Et puis c'est tout. Numéro 6, Gravity. Eh oui, on a parlé d'Interstellar, comment ne pas parler de Gravity, l'autre film spatial de cette décennie selon moi. Gravity sorti en 2013, superbe film, Alfonso Cuarón se fait extrêmement plaisir avec ces fameux plans séquences interminables. Le film est presque un film d'animation puisque énormément de choses ont été réalisées en images de synthèse et les visages des acteurs ont été intégrés ensuite à l'animation 3D. Donc presque tout est faux en fait dans ce que vous voyez à l'écran, c'est assez amusant. Il n'en reste que le film est une expérience immersive absolument excellente et pour moi la BO il joue pour beaucoup parce que dans l'espace, comme vous le savez, normalement on n'entend pas de son. Le son n'existe pas puisqu'il n'y a pas d'air, donc le son ne peut pas se propager, le son n'existe pas dans l'espace. Voilà. Et du coup, j'ai trouvé ça très intéressant de jouer un petit peu là-dessus. C'est souvent ce qu'on fait dans un film spatial, c'est que on habille, c'est ce qui arrive dans 2000 ans d'ici de l'espace par exemple, on habille du coup l'image avec de la musique, avec une musique un petit peu grandiose ou voilà, un petit peu impressionnante ou un petit peu épique pour masquer le fait qu'on ne puisse pas avoir de son. Et du coup, ça habille énormément. Et là, je trouve qu'on a atteint un degré supplémentaire avec Gravity parce que le travail de Stephen Price s'apparente presque à du sound design. J'apprécie tellement la BO en fait de Gravity que j'aimerais voir ce film sans la musique. Ça a l'air assez contradictoire dit comme ça, mais en fait, j'aimerais voir à quel point est-ce que la règle du fait qu'il ne faut pas qu'il y ait de son dans l'espace a été respectée. J'aimerais voir si vraiment sur toutes les scènes d'explosion de débris, sur toutes les scènes entre guillemets, de cascade, enfin, où l'héroïne fait des loopings, où on voit un peu les particules se balader à droite à gauche, etc. Sur toutes ces séquences-là, j'aimerais voir si vraiment la règle a été respectée à fond et s'il n'y a pas de son. Auquel cas, le travail de Stephen Price est vraiment exceptionnel parce que il arrive à faire passer par la musique tous les éléments de sound design, tous les éléments que l'on ne pourrait pas, que l'on devrait normalement faire passer avec du son. Comme on n'a pas le droit de mettre du son, et bien du coup, tout cela est compensé en étant intégré à la musique. Et du coup, la musique sonne vraiment comme à la fois une ambiance musicale et une ambiance sonore. Et c'est superbe. Le travail est vraiment magnifique. C'est immersif, c'est haletant, on est vraiment pris dans le truc et ça y joue énormément. Il y a des passages épiques, il y a des passages
beaucoup plus doux, beaucoup plus reposant, il y a des passages très tristes aussi. Et je pense que sans cette BO, encore une fois, le film ne serait pas du tout la même chose, ne serait pas du tout la même expérience. Et voilà, pour moi, Gravity, je comprends encore une fois qu'il y a des gens qui disent «Ah, mais il n'y a pas de scénario, il se passe rien». Allez voir la magnifique vidéo de Bolshevik qui revient sur Mad Max Fury Road et Gravity, justement, en disant ouais, il y a, enfin, la critique de «il n'y a pas de scénario», en soi, elle est... Enfin, faut aller un petit peu plus loin, quoi. Est-ce que ça empêche vraiment d'apprécier un film, de simplement dire ouais mais le scénario il tient sur un timbre-poste? Bah oui, mais c'est un film catastrophe. Comme la plupart des films catastrophes, ça tient sur un timbre-poste. Le scénario de Titanic, au final, c'est bah, il y a un bateau, il percute un iceberg, il coule. Après, tu peux évidemment broder en disant ouais mais il y a une histoire d'amour et tout. Ouais mais en fait l'histoire d'amour elle a aucune influence en soi sur l'intrigue principale, presque pas. Enfin voilà, donc en vrai, bah non, ça n'empêche pas le film d'être bon et d'être marquant pour des générations entières d'ailleurs, et pour la majorité du public. Donc non, faut pas avoir peur. De là à dire qu'effectivement il fallait qu'il soit nommé pour l'Oscar du meilleur film, peut-être pas, bien sûr, mais meilleure musique, oui, très clairement musique exceptionnelle, et qui a voilà, cette faculté de jouer vraiment avec l'image. Et je pense que c'est l'apanage des meilleurs BO que de faire ça. Et donc pour moi, il n'a absolument pas volé sa place. Donc Gravity, encore une fois, un film à voir et une BO à écouter parce que vraiment, elle vous fera profiter d'une expérience spatiale absolument incroyable. Et voilà, faut en profiter. Alors, avant de poursuivre avec les 5 premiers films de ce classement, je voulais faire une petite parenthèse dans ce top pour parler des 5 BO de jeux vidéo qui m'ont le plus marqué. Parce que oui, je suis aussi énormément fan de jeux vidéo, même si ces derniers temps je me consacre beaucoup aux vidéos et donc du coup j'ai un petit peu moins l'occasion de jouer. Mais malgré tout, il m'arrive un petit peu de jouer de temps en temps, de voir des speedruns, ce genre de choses, et d'écouter aussi pas mal de BO de jeux. Il y a des BO de jeux que j'ai écoutés auxquels j'ai pas encore joué, mais il n'empêche que je suis malgré tout énormément fan de ces bandes originales. Et du coup, je trouvais que c'était intéressant de revenir vite fait dessus pour parler un petit peu de BO de jeux, histoire que vous en découvriez aussi, que vous voyez un petit peu mes goûts, enfin toujours pareil, partager, échanger un petit peu nos idées là-dessus. Alors au cours de ces 10 dernières années, j'ai pas joué à suffisamment de jeux pour pouvoir faire un top 10, mais voilà, je trouvais quand même, j'avais envie de faire un... Et j'ai pas écouté suffisamment de BO, surtout pour que ce top 10 soit vraiment, on va dire, pertinent. Mais je voulais du coup quand même parler de musique de jeu, donc je vais faire un top 5. Et avant d'attaquer la 5ème place, je voulais donner une petite mention honorable à un jeu dont la BO je ne la mettrai pas dans ce top, mais je voulais quand même en parler. Il s'agit du jeu Child of Light, qui est sorti en 2014, et sa particularité c'est que la BO a été composée par Cœur de Pirate, Béatrice Martin de son vrai nom, mais vous la connaissez mieux sous son nom d'artiste Cœur de Pirate, donc cette chanteuse qui a sorti pas mal de morceaux qui ont bien marché, notamment au début des années 2000 justement. Et je trouve que c'est intéressant de lui avoir proposé de composer une BO de jeu, parce que l'ambiance est on est très dans quelque chose dans le fascinant, dans le merveilleux, dans le fantastique, dans le heroic fantasy un petit peu, mais dans quelque chose voilà, un peu dans la tendresse aussi, dans le merveilleux comme je disais, et ça se retranscrit énormément avec beaucoup de compositions au piano. Voilà, faut savoir que Cœur de Pirate joue du piano, hein, donc là-dessus, bah, elle sait de quoi elle parle, et donc elle nous a sorti quelques compositions qui sont vraiment très très belles, qui se marient souvent avec des violons et qui passent très bien. Alors j'ai pas du tout joué au jeu, mais le jeu a l'air très très beau de ce que j'en ai vu. Et voilà, je voulais vraiment mentionner cette BO parce qu'elle mérite d'être écoutée. Vraiment, je trouve que c'est autant faire systématiquement utiliser des stars pour composer des musiques de films ou pour faire du doublage ou ce genre de choses, c'est pas forcément toujours pertinent. Là, en l'occurrence, je trouve que c'est quelque chose qui passe très très bien. Et donc voilà, je voulais saluer ici le travail des développeurs ou des producteurs, je ne sais pas, qui ont eu cette idée, en tout cas, de faire appel à Cœur de Pirate donc pour la BO de ce jeu. Parce que bah, ça passe très bien et le résultat est vraiment très très beau. Numéro 5 de ce top des musiques de jeu, Scott Pilgrim vs. The World, The Game.
Le jeu est sorti en 2010 et depuis il a été porté sur différentes plateformes. Le jeu s'inspire principalement du film Scott Pilgrim vs. The World qui est absolument génial, il faut que vous voyez ce film, qui parle énormément à la génération 16 bits, la génération qui a grandi avec, avec le rock de garage, etc. Et voilà, il y a ce côté à la fois rock et ce côté à la fois jeu vidéo, il y a vraiment ces doubles références. Allez voir l'épisode de Cross de Karim Debache qui en parle d'ailleurs. On est dans la nostalgie avant que la nostalgie soit à la mode. Et donc, on est encore dans les tâtonnements, et du coup, c'est vachement intéressant parce que c'est affranchi de tous ces codes qu'on retrouve plus tard avec les synthés, avec les pixels obligatoires partout, avec les néons, etc. On n'est pas du tout dans ce style-là de nostalgie, on est dans une nostalgie qui, quelque part, me parle aussi, même si j'ai pas forcément été à fond dedans parce que le côté hard rock et tout, j'ai pas forcément beaucoup épousé cette culture-là, mais je l'ai côtoyé aussi, et oui, on s'y retrouve complètement. Et du coup, eh bien, quoi de mieux que lors de l'adaptation du coup de ce film en jeu vidéo, même si à la base c'était une BD, on retrouve aussi un peu l'esthétique de la BD dans le jeu. Quoi de mieux du coup pour cette adaptation que d'avoir fait appel au groupe Anamanaguchi, qui fait principalement de la musique chiptune, dont j'ai déjà parlé d'ailleurs dans mes vidéos sur Megaman, allez les voir, mais déjà entendu sur Megaman. Donc ce groupe qui fait de la musique chiptune, donc qui utilise des instrus, c'est-à-dire en fait des puces électroniques qui servaient à faire le son de la NES, de la Game Boy, etc. Et ils se sont servis de ça, et ils ont allié ça avec aussi de la musique, avec des vrais instruments, enfin des vrais instruments, avec des instruments un peu plus conventionnels, on va dire, à savoir des instruments de rock, de la guitare électrique, de la batterie, et l'ensemble du coup se marie parfaitement et donne une ambiance qui est géniale. C'est de l'ambiance vraiment gaming, pixel, arcade à 300%, et c'est punchy, c'est génial, c'est juste génial, c'est parfaitement dans cette ambiance nostalgique que se voulait déjà être le film et le jeu, et la BD je veux dire, et ça s'y marie très bien, et ça, on a à la fois l'impression d'écouter la BO d'un jeu d'arcade des années 80 ou 90, et en même temps on écoute quelque chose de très actuel aussi, c'est très dynamique, c'est vraiment génial. Et en termes de BO du coup qui soit un petit peu dans ce style-là, il y en a une autre que je voulais mentionner, mais qui est très courte comme BO, elle dure à peine 30 minutes, et le jeu est très court aussi, la BO propose beaucoup moins de morceaux, mais je voulais quand même la mentionner. La BO s'appelle PPP, et c'est la BO du jeu VVVVVV. Voilà, c'est super intéressant à dire. Le jeu lui est sorti également en 2010. C'est un jeu tout en pixel art aussi, assez minimaliste dans son graphisme. Le gameplay est diablement efficace. C'est un peu du die and retry à la sauce Super Meat Boy. La BO est géniale. Alors tous les titres de la BO en plus commencent par P, d'où le nom de la BO. On est là aussi dans quelque chose de très chiptune, et voilà, les musiques sont vraiment excellentes, et voilà, allez écouter un petit peu cette BO et allez jouer à ce jeu, c'est vraiment très intéressant. Voilà, j'aurais pu parler de d'autres jeux comme Fez ou Super Meat Boy par exemple, mais je trouve les BO très intéressantes aussi, mais j'ai un petit peu moins accroché. Donc voilà, dans ce style-là, pour moi, le maître étalon, en ce qui me concerne personnellement, c'est Scott Pilgrim vs. The Game. Scott Pilgrim vs. The World, The Game, vous m'avez compris. Numéro 4, Journey. Oui, Journey, sorti en 2012, c'est un des jeux phares de ce nouveau style de jeu un petit peu indé, justement, qui apportait une expérience un petit peu nouvelle aux joueurs, qui proposait pour une fois autre chose que du FPS ou que du jeu de rôle avec du crafting et des interfaces spéciales, machin. Là, on est sur quelque chose de... Voilà, sur une expérience vraiment très personnelle, très intimiste. Très peu de gameplay passe par le texte, il n'y a pas de texte d'ailleurs. Tout passe justement par la narration. La narration est au service du gameplay, le gameplay est au service de la narration, et la musique sublime le tout. Là-dessus, je vous conseille l'émission Afterbeat, une des premières émissions d'ailleurs de Afterbeat, parlait de Journey, de la BO de Journey. Elle est superbe, on est
est très dans le contemplatif. C'est beaucoup de morceaux. Si vous avez envie de vous endormir, il y a quasiment 90% de la BO que vous pouvez écouter pour vous endormir. Voilà, c'est des morceaux très très lents, très émouvants aussi. C'est un peu fascinant vraiment parfois dans la composition. Il y a beaucoup de violon, beaucoup d'atmosphère. C'est presque pas descriptible, quoi. Ça rend pas hommage, quoi, parce qu'il faut voilà, vous tapez juste Journey, vous voyez les premières images de ce jeu avec ce personnage un petit peu bizarre dans son design qui est dans le désert comme ça avec le vent qui souffle. Toute la BO est à cette image-là. C'est vraiment magnifique de bout en bout, c'est à écouter et voilà, vraiment ça mérite vraiment l'écoute parce que c'est une expérience auditive absolument magnifique. Donc j'ai pas joué au jeu malheureusement, mais j'ai vu beaucoup d'images de ce jeu et vraiment je vous le recommanderais les yeux fermés. Et cette BO elle est absolument magnifique et donc n'hésitez pas, quoi, jetez-vous dessus, elle est superbe. Numéro 3, Max Payne 3. Alors là on change complètement de registre, on est dans un jeu beaucoup plus conventionnel, beaucoup plus dans la lignée des AAA et des jeux super commerciaux, mais j'en ai pas honte, j'adore la musique de Max Payne 3, sorti la même année d'ailleurs, hein, en 2012. Vraiment ce jeu est magnifique, enfin magnifique, magnifique, non magnifique c'est pas le mot, mais un concentré d'action. Du Max Payne comme on l'aime. Enfin, en tout cas, moi j'ai beaucoup apprécié le virage artistique qui a été fait sur ce jeu. On pouvait pas rester à New York avec les blousons en cuir et la neige qui tombe. Il fallait trouver quelque chose de nouveau. Et je trouve ça intéressant d'avoir transposé ça dans le contexte littéralement opposé, c'est-à-dire qu'on part dans un climat beaucoup plus chaud, beaucoup plus ensoleillé, avec voilà, une ambiance beaucoup plus dans les films d'action un petit peu. Moi j'ai trouvé un côté un petit peu Colombiana, etc. Vous voyez tous ces films là qui se passent dans les favelas, avec les mafias latinos, etc. On est vraiment dans ce style là. Et je trouve que bah, ça passe très très bien avec le personnage de Max Payne. Et alors la musique qui est composée par le groupe Health, aux petits oignons, quelque chose de superbe. Quand je pense qu'un des membres de ce groupe après a contribué à la musique du film, du remake Robocop, qui est une bouillie sans nom, et mon dieu, je me suis dit mais pourquoi? Mais c'est là où tu vois la différence entre quand on te laisse une liberté artistique et quand on te la laisse pas du tout. Tu vois vraiment la différence. Donc voilà, laissez complètement tomber la BO de Robocop, hein, voilà. Mais alors, la BO de Max Payne 3, c'est... Il y a il y a du rock, il y a de la batterie, il y a de la guitare hyper saturée. On retrouve un petit peu le travail qu'il y avait dans Simon Werner a disparu, par exemple. Et alors il y a beaucoup de nappes électro qui se marient très très bien, qui n'étouffe pas, mais qui au contraire magnifie complètement le travail de base avec ces guitares saturées et tout ce petit travail d'ambiance derrière. De temps en temps, on a des petits effets sonores, des petites atmosphères, des petits sons d'ambiance et tout. Le tout est parfait, c'est chaleureux, c'est même étouffant tellement c'est chaleureux, mais c'est voulu, c'est un effet vraiment, on a ce sentiment de soleil écrasant, cuisant qui nous, voilà, qui pousse nos personnages, on transpire presque en écoutant cette BO, quoi. Le résultat est le résultat est parfait, c'est explosif, c'est savamment dosé en termes de style et vraiment c'est à écouter. Pour moi c'est vraiment une BO qui est parfaitement réussie. Voilà, Max Payne 3, je peux comprendre encore une fois que le jeu ne plaise pas à tout le monde, que le tournoi artistique n'est pas plu à tout le monde, mais cette BO parfaite, elle s'inscrit parfaitement dans la continuité des deux premières qui pourtant étaient composées par... alors je crois que c'est suédois ou finlandais, je crois que c'est finlandais Max Payne à la base. Et à la base les groupes finnois qui avaient, ou finlandais je sais plus comment on dit, qui avaient donc composé les BO des deux premiers films. C'était des amis d'ailleurs de Sam Lake, hein, je crois si je dis pas de bêtises. Et vraiment
les musiques étaient excellentes, et là je trouve qu'on est parfaitement dans la continuité de ça. Je trouve même que la BO du 3 est beaucoup plus digeste que celle du premier par exemple, qui est très très bourrine et très répétitive aussi. Enfin voilà, ça c'est un point de vue très personnel, mais encore une fois je suis là pour partager mon point de vue. Donc vraiment Max Payne 3, une très très bonne expérience de jeu et une expérience musicale vraiment à... Faut pas hésiter quoi, faut foncer dessus. Numéro 2, Doom. Et oui, le fameux Doom de 2016, comment ne pas en parler alors que le nouvel opus Doom Eternal vient de sortir et que je suis sûr que vous êtes tous dessus, en train d'en profiter pendant le confinement, et que moi comme un con je l'ai commandé sur internet, et que je dois attendre qu'il soit livré à un point relais de merde. Je suis con des fois, hein, alors qu'il m'aurait suffi de l'acheter en digital et de le télécharger sur Steam. Enfin bref. Doom, donc Doom 2016, déjà c'est un incontestable succès, critique, public, technique, aussi on peut dire, en tout cas le jeu est vraiment très beau, faut dire ce qui est, vraiment très réussi, très riche, un petit peu répétitif peut-être sur la fin, mais c'est un putain de défouloir, qu'est-ce que ça fait du bien! Qu'est-ce que ça fait du bien un FPS comme ça, un bon fast FPS, là bien nerveux, avec une possibilité de progression sur différents éléments, il y a un petit peu de stratégie, la gestion du principe de munitions, le fait de pouvoir faire évoluer certaines armes, là aussi selon un choix défini, selon aussi l'expérience qu'on acquiert, parce qu'il y a certains défis qui sont un peu galères quand même à accomplir, enfin bref, le jeu vraiment est excellent à tout point de vue. Et là-dessus, c'est vraiment un reboot assez réussi, il faut le dire, qui renoue bien avec l'ambiance nerveuse et bien bourrine des premiers jeux, tout en apportant un aspect très très réaliste et qui est pas du tout dans le côté survival, faire peur qu'on pouvait avoir dans le premier acte du Doom de 2003, qui est malgré tout un excellent jeu, et il faut pas, faut absolument pas cracher sur ce qui a été fait à l'époque sur Doom 3, parce que vraiment Doom 3, je suis désolé, ça reste un très très bon jeu. Et en tout cas, ce Doom là, eh bien, comment ne pas saluer cette BO composée par Mick Gordon, qui avait déjà un petit peu, s'était un peu fait la main sur Killer Instinct. Oh putain, Killer Instinct, j'ai failli mettre cette BO, vraiment j'ai failli la mettre, mais pour moi il y a trop de morceaux qui étaient similaire au morceau d'origine, je veux dire même le morceau sur Cinder, il doit tellement plus faire plaisir et faire autre chose, mais c'est un parti pris aussi pour autant sur certains morceaux il a fait complètement autre chose, le morceau de Cyberwolf par exemple, et puis ou le morceau de Jago, et puis sur d'autres, il s'est contenté de refaire ce qu'il y avait déjà, juste en améliorant des trucs, et je dis pas le contraire, c'est vraiment excellent ce qu'il a fait, mais pourquoi aussi avoir passé le relais au dernier moment à Self Dweller et je sais plus qui est l'autre, mais enfin bref, deux autres compositeurs qui ont fait un très bon travail aussi, mais pareil, la musique de Idol, il y aurait des choses à dire dessus. Bref, je trouve ça un petit peu dommage de ne pas avoir continué le délire jusqu'au bout, et enfin, c'est pour ça que Killer Instinct n'est pas dedans. Mais en tout cas, ça lui a permis de se faire ses armes du point de vue vidéoludique et d'apporter quelque chose d'absolument incroyable pour Doom. Il a repris l'idée d'avoir une musique qui vraiment s'adapte au gameplay, qui colle vraiment, de fait que du coup on n'est jamais dans quelque chose de complètement répétitif. Chaque fois hop, la musique varie selon les moments, selon les glory kills, selon tout plein de petits éléments, voilà, ce qui fait qu'on n'a pas cette sensation de répétitivité. Pour autant il marque comme ça de subtils samples, de subtiles références aux musiques des premiers jeux, que ce soit Doom 1, Doom 2, que ce soit Doom 3 aussi, il me semble qu'il y a aussi des références à DNT et à TNT et Plutonia, je crois, il me semble. Il y a même un petit clin d'œil que moi j'ai réussi à avoir dans le sound design au film Doom, ça faut quand même avoir eu les bollocks de le faire. Enfin, voilà, assez hallucinant cette BO, complètement échevelé, complètement dingo, avec des guitares qui gueulent, qui se grattent dans tous les sens. Et c'est ce qu'on voulait, c'est le Doom qu'on voulait, c'est le Doom qu'il nous fallait. Et putain, qu'est-ce que ce jeu fait du bien, et qu'est-ce que cette BO fait du bien. En plus, elle est longue, elle est très fournie. Il y a vraiment des atmosphères excellentes. On passe comme ça de quelque chose de très feutré, de très spectral, à tout à coup quelque chose de beaucoup plus terre à terre, de beaucoup plus rude, de beaucoup plus rugueux et de beaucoup plus sanglant. Et
les transitions de l'un à l'autre se font sans aucune pitié, et en même temps, ça passe tout seul, et c'est un véritable plaisir de jeu, un défouloir, un vrai bonheur. Bref, pour moi, cette BO mérite pleinement sa place dans ce classement, et je pense que si d'autres personnes plus calées que moi devaient faire des tops des meilleurs BO de jeux de cette décennie, Doom figurerait en bonne position. Numéro 1, Far Cry 3 Blood Dragon. Et oui, la nostalgie, évidemment la nostalgie, le nostalgia porn à son apogée. Mais il faut dire que quand le jeu est sorti, il a quand même un peu divisé parce que les critiques n'étaient pas forcément à l'époque complètement à fond dans le délire que ce jeu proposait. Hein. Le jeu à la base est un add-on, enfin un add-on, un standalone et pas un add-on, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir Far Cry 3 de base pour y jouer. Il se sert simplement du même moteur, plus ou moins du même gameplay, mais il propose un univers complètement différent, une histoire complètement différente, et alors ça te ramène à tes années de gamin, à Action Man, au pub pour Action Man en tout cas, au premier Terminator. C'est pas pour rien si le héros Rex Colt a été digitalisé d'après le visage de Michael Biehn qui incarne dans le premier film Terminator Kyle Reese. D'ailleurs c'est lui qui fait la voix de Rex Colt aussi. C'est pas un hasard si on retrouve à la BO le groupe Power Glove qui déjà s'appelle Power Glove déjà, et qui en plus faisait déjà de base de toute façon ce genre de musique très rétro. Voilà, on est dans le synthwave pur et dur, mais c'est le premier à avoir lancé ça. Enfin, c'est un des premiers à l'époque. Les mecs nageaient pas à contre-courant, mais on était quand même très très loin de faire consensus au niveau au niveau de la nostalgie, et de cette nostalgie-là des années 80, tout ce délire, les dragons de sang qui tirent des rayons laser, enfin, les rayons laser de partout de toute façon, les néons bleus, mauves, les trucs qui explosent dans tous les sens, avec de la grosse techno derrière et des synthés complètement outrageux. Et cette BO est à l'image de tout ça. Cette BO, il y a un côté tellement électro-synthé, tellement qui ressemble presque plus à Tron l'héritage qu'au premier Tron, même s'il y a le côté grillage, la fameuse grille laser là, qu'on retrouve dans Tron. Mais ça, j'en parlerai un petit peu plus loin de Tron l'héritage, ne vous en faites pas. Mais on retrouve le côté, les super synthés, ça fait penser à Terminator, le premier, ça fait penser à Blade Runner, ça fait penser à tellement de choses complètement ancrées dans cette période-là, et c'est extraordinaire, c'est explosif, c'est parfaitement bien fichu comme BO, parce qu'on est vraiment dans cette ambiance-là de film d'action complètement décomplexé, complètement abrutissant, les années Reagan, on est complètement là-dedans, et on n'a pas peur d'y être, et on n'a pas peur de jouer à fond cette carte-là, et putain, qu'est-ce que ça fait du bien, parce que c'est remis au goût du jour, et comme je disais, on reste pas souvent le meilleur, mais on sera toujours le premier. Et Far Cry 3 Blood Dragon a été un des premiers à proposer vraiment ce genre d'ambiance-là, ce genre de BO, ce genre d'esthétique. Aujourd'hui, le film sortir aujourd'hui, on dira ah, c'est un délire rétro de plus, machin. Mais à l'époque, non, c'était pas un délire rétro de plus, c'était un des premiers délires rétro qui existait. Le seul truc aussi rétro, aussi outrageusement rétro, notamment dans sa musique, à cette époque-là, c'était la BO de Drive, quoi. C'était le seul truc qu'on pouvait trouver qui s'y compare, vraiment. Aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante de faire un truc comme ça surprendrait plus personne. Mais à l'époque, quand ce jeu est sorti, ça en a surpris plus d'un. Et ah putain, qu'est-ce que ça m'a fait du bien quand on m'a offert ce jeu pour mon anniversaire, de voir qu'à l'intérieur du jeu, il y avait la BO inclus sur CD. Oh putain, mais quel bonheur, quel pied. Enfin voilà, vraiment, Far Cry 3 Blood Dragon, j'ai fait ce jeu dans tous les sens, je l'ai dosé, surdosé, je l'ai limé, je l'ai achevé, et cette BO, je l'ai écoutée je ne sais combien de fois, et aujourd'hui encore, elle me fait toujours le même effet, et c'est une replongée
complètement dans cette époque de façon complètement fantasmée, et c'est assumé. Et le délire est assumé avec tellement de décomplexitude que au bout d'un moment, pourquoi bouder son plaisir, quoi? Pourquoi s'en passer? Ça coûte rien. Faites-vous plaisir. Allez, sans transition, on repart sur notre top des BO de films de la décennie. Et on attaque tout de suite avec le numéro 5. Numéro 5, It Follows. Un film d'horreur sorti en France en 2015. Alors, film d'horreur, pourtant je suis pas du tout fan de ce genre de film, et pour tout dire, je n'ai pas vu It Follows, j'ai vu juste des extraits, mais quand on m'a dit que la BO avait été composée par Disaster Peace, le compositeur de la BO de Fez dont j'ai déjà parlé, tiens d'ailleurs quand j'ai parlé des BO un petit peu sublimes et des styles et des jeux dans le style de Journey, j'aurais pu aussi parler de Gris par exemple, qui a une BO magnifique aussi, hein, et la direction artistique du jeu est superbe. Bref, j'arrête de digresser. Donc quand j'ai entendu parler de Disaster Peace, je me suis dit, c'est un compositeur de jeux indé qui a fait quelque chose de très électro, de très rétro à l'ancienne, qui là va composer une musique de film d'horreur. Ah ouais, ça m'intrigue. Et intriguant, c'est le mot. Intriguant, c'est vraiment le mot. Cette BO, elle est superbe. C'est... Vous en écouterez pas deux comme ça. C'est vraiment une BO qui propose une expérience fascinante en termes de... Je sais même pas comment décrire ça, mais il y a un style horrifique qui est là, qui est prononcé, mais qui s'impose pas littéralement. On n'est pas là juste pour te terrifier en permanence. Non, on est là avant tout pour te poser une ambiance, une atmosphère, quelque chose d'un petit peu feutré, quelque chose d'un petit peu mystérieux. Et ça se fait notamment par l'intermédiaire de ces claviers qui crachent un petit peu, qui ont un côté un petit peu éraillé pour simuler le côté un petit peu vieux, un petit peu grésillant en fait. Et cette atmosphère-là qui fait en sorte que du coup chaque morceau est vraiment différent, chaque morceau a sa propre atmosphère, se distingue vraiment des autres, et ça confère vraiment au film une ambiance vraiment particulière, vraiment unique. Voilà, le réalisateur de It Follows réalisera plus tard Under the Silver Lake, pour ceux qui veulent un petit peu plus d'infos là-dessus. Je sais pas si Disaster Peace a fait d'autres BO de films. En tout cas, voilà, faut vraiment pas hésiter à se renseigner sur son travail, parce que vraiment sur It Follows, il a fait un travail que je trouve remarquable, et je remercie vraiment les producteurs de ce film d'avoir proposé ce genre de compositeur, parce que c'était pour le coup quelque chose d'assez inédit. Voilà, c'est une expérience, c'est un parti pris plutôt audacieux, et je trouve que le résultat est vraiment superbe. Et ouais, faut vraiment écouter cette BO, parce que on retrouve tout à fait son travail sur Fez, mais avec quelque chose en plus. Il y a pas mal de reverb, d'écho, de moments un petit peu, des silences, et puis tout à coup, hop, une petite note de piano qui vient, puis à nouveau du silence. Puis après on va sur d'autres pistes qui sont beaucoup plus menaçantes, beaucoup plus sombres, un petit peu plus oppressantes. Il y a tout ça, et c'est un régal. Et moi qui suis pourtant pas fan de films d'horreur, j'ai presque envie de le voir tellement cette BO me plaît, et j'ai pas peur. C'est une BO que j'ai pas peur d'écouter, voilà, parce qu'elle fait du bien, elle fait vraiment du bien, et voilà, faut savoir se faire plaisir, encore une fois. Numéro 4, La La Land. Ah, on avait dit qu'on parlait pas de chansons. Ah, mais non, ça ce sont des chansons qui ont été écrites spécialement pour le film, donc ça compte pas. Et oui, La La Land, il fallait évidemment que je reparle de ce film, parce que je suis pas forcément un grand fan des comédies musicales, mais alors celle-là, je l'ai trouvée vraiment superbe. Et pourtant, il n'y a pas énormément de chansons non plus, hein, il y en a que 5 ou 6 je crois. Et City of Stars est loin d'être ma chanson préférée. Moi, je suis très fan de Someone in the Crowd par exemple. J'aime beaucoup aussi It's Another Day of Sun, bien sûr. Cette BO, magnifique. Damien Chazelle, réalisateur de Whiplash, j'ai failli mettre Whiplash dans le classement, mais bon, il y a beaucoup de morceaux de jazz préexistants, et le travail de, je crois que c'est Justin Hurwitz, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, le compositeur original, mais bon, son travail n'est pas extraordinaire sur Whiplash, mais là franchement il a tout donné sur ce film.
c'est la même équipe encore une fois, hein, c'est le même compositeur, même réal, voilà, sur La La Land. Allez voir Whiplash, mais allez voir, enfin La La Land, vraiment, même si vous n'êtes pas fan des comédies musicales, c'est pas grave, vous y trouverez quand même votre compte. C'est une très très belle histoire d'amour, très très belle histoire sur l'ambition, sur la carrière, sur les rêves. Euh, et la mise en scène est fournie de magnifiques idées. Il y a un travail sur les couleurs qui est très très beau aussi. Et au-delà de ça, au-delà de tout ça, bien sûr, vraiment, vraiment, ce qu'il faut voir, c'est ce qu'il faut entendre surtout, c'est cette BO qui est superbe avec les comédiens. C'est jamais évident de faire chanter des comédiens parce que tout le monde ne peut pas le faire. C'est gros, misérable. Mais en tout cas, vraiment là, c'est un travail qui est superbe. Cette BO, elle est entraînante, elle est joyeuse, elle est. Oh, elle va vous. C'est. Enfin, il y a beaucoup d'articles de journaleux qui ont titré Ah, La La Land, la nouvelle mélodie du bonheur, machin. Mais c'est ça en fait. C'est tellement la mélodie du bonheur ce film, quoi. Enfin, au sens littéral, quoi. C'est vraiment le film qui va te faire du bien, mais qui derrière dit aussi de belles choses et qui a un véritable intérêt, quoi. Donc faut pas, voilà, faut pas avoir peur de regarder ce genre de film et de se dire oh c'est cucu, machin, c'est une histoire d'amour, gna gna gna, machin. Non, c'est pas parce qu'on parle pas de drogue ou de meurtre ou de je ne sais quoi que on peut pas faire un bon film ou qu'on peut pas avoir un propos intéressant. Et ce film est vraiment intéressant. En plus, le ton est curieusement très très sérieux, j'ai trouvé. Et malgré ça, on nous présente malgré tout un film qui reste d'excellente facture, très émouvant, avec des séquences musicales qui vous emportent à mille lieues, qui sont... Pardon, excusez-moi, j'ai pas le Covid, hein, je vous rassure. On me propose malgré ça donc des séquences extrêmement bien chorégraphiées, extrêmement bien mises en scène, très colorées, et vraiment l'accompagnement musical est de toute beauté, le travail aussi bien instrumental qu'au niveau du chant, qu'au niveau des paroles, qu'au niveau des partitions, des mélodies, c'est un sans faute. Pour moi, c'est un sans faute et cette BO fourmie de morceaux superbes et de moments musicaux vraiment prenants et vraiment émouvants. Et l'idée d'avoir mis des leitmotivs un petit peu partout, qui sont tous repris à la fin dans l'épilogue, dans des variations, c'est génial, ça fait du bien d'avoir ce genre d'idée. Et voilà, merci beaucoup Damien Chazelle, merci La La Land, merci Ryan Gosling, merci Emma Stone, merci les Oscars, bon voilà, merci l'Académie. Ah non, pardon, je me suis trompé, en fait je voulais parler de la BO de Moonlight et... Non, je déconne. Numéro 3, Arrietty, le petit monde des chapardeurs. J'avais dit que je voulais parler de BO de films français. J'ai parlé de la BO d'un film français, et bien là, je vais parler de la BO française d'un film japonais. Je suis content d'avoir quand même un film du studio Ghibli dans cette décennie, et je suis content d'avoir mis celui-là parce que la BO a été composée par Cécile Corbel. Cécile Corbel est une harpiste et une chanteuse d'exception. Elle est bretonne, je crois, et c'est la première fois que les studios Ghibli ont fait appel à un compositeur français pour la BO d'un de leurs films. Je crois que c'est la première fois qu'ils font appel à un compositeur étranger d'ailleurs. Et vraiment, cette BO est superbe, encore une fois. On est à 100 000 lieues de tout ce que peut faire Joe Hisaishi, le compositeur plus ou moins attitré de Miyazaki et des productions Ghibli habituelles. Mais là, on est vraiment sur quelque chose de complètement dépaysant. C'est magnifique. On est dans la verdure. Vous avez l'impression d'être dans un champ de verdure pendant 1h30. C'est superbe. Il y a de très belles chansons. Bon, l'accent anglais de Cécile Corbel, il y a certaines intonations, il y a certaines sonorités qui il y aura peut-être des choses à redire, mais ça donne aussi un certain charme à ce morceau, le côté un petit peu étranger. Et je pense que voilà, les studios Ghibli voulaient offrir quelque chose de complètement dépaysant, et pour moi, ils ont parfaitement réussi. Parce que là, on est vraiment sur un travail superbe, beaucoup de harpe, un petit peu de piano aussi, un peu de flûte, je crois, et du violon bien sûr, et tout cela mis ensemble donne quelque chose de très celtique, encore une fois. On voit bien le côté breton, mais ça se marie tellement bien en fait avec ce dessin animé, et c'est, je crois, une des meilleures définitions qu'on puisse avoir de ce qui est beau, tout simplement. Ce qui est beau dans le sens, ce qui est beau au regard, ce qui est beau pour les oreilles,
c'est ce qui est agréable, ce qui nous fait du bien, ce qui apporte quelque chose de... C'est pas tangible, quoi, c'est vraiment... C'est juste... Oui, c'est juste beau, il n'y a pas, y a pas d'autre... pas d'autre façon de le dire, quoi. C'est apaisant, c'est relaxant, c'est fascinant, c'est merveilleux, c'est envoûtant. Il y a vraiment un travail qui est de recherche instrumentale au niveau des ambiances, de proposer vraiment des morceaux différents les uns des autres, vraiment très distincts. Chaque morceau est vraiment unique et pourrait être un single, quoi, pourrait sortir presque, pourrait être publié. Et le résultat est vraiment à la hauteur des espérances de beaucoup, je pense. Et vraiment, il faut... Enfin, voilà, un film qui mérite vraiment d'être vu, qui a été un petit peu sous-estimé. Alors oui, il n'est pas parfait, il est peut-être un peu simpliste par certains aspects, il manque quelque chose pour faire du Miyazaki, parce que c'est pas du Miyazaki, c'est du Ghibli mais c'est pas du Miyazaki. Mais en tout cas, la BO n'a pas à rougir, elle n'a pas du tout la même dimension épique qu'ont les BO habituelles des productions de Ghibli, mais il n'empêche que ça reste malgré tout une BO absolument magnifique et vraiment touchante et pleine de poésie. Je crois que c'est le mot. Je crois que c'est le mot qui vraiment ressort le plus de tout ça. C'est de la poésie, tout simplement. De la pure poésie mise en musique. Numéro 2, Tron l'héritage. J'avais dit que j'en reparlerai, et oui, je le place en numéro 2. Comme vous avez pu le voir, effectivement, j'ai beaucoup souligné de BO qui ont été composés par des artistes dont c'est pas forcément le métier. Parfois, c'est des collabs entre plusieurs artistes originaux, parfois c'est carrément juste des artistes, des groupes de rock, c'est des chanteurs ou des musiciens comme Cécile Corbel, dont on vient de parler. Là, la BO de Tron l'héritage a été composée par Daft Punk. Et comme beaucoup de monde, j'ai été subjugué par le travail des Daft Punk sur cette BO. C'est absolument incroyable ce qui a été fait. Beaucoup de gens, quand on a annoncé que Daft Punk allait faire cette BO, se sont dit Daft Punk, quand même, est-ce qu'ils vont nous faire du Human After All pendant 1h30? Bon, c'est vrai que voilà, c'était pas forcément l'album le plus apprécié. Et ben non, ils ont pris tout le monde à contre-pied, ils ont proposé quelque chose de beaucoup plus discovery dans l'instru, et en même temps quelque chose aussi de très criard. Enfin, on retrouve bien leur sonorité habituelle, les distorsions, les saturations, tout ça, électronique, typique de Daft Punk. Et le travail est juste incroyable, se marie parfaitement avec le film, et s'écoute très bien indépendamment. Il faut savoir que j'ai téléchargé la BO bien avant d'aller voir le film, et je me faisais le film moi-même dans ma tête, je m'imaginais mon propre film en fait, parce que juste avec les titres des morceaux qui sont pour certains assez énigmatiques, et en même temps ces ambiances qui sont toutes différentes les unes des autres. Encore une fois, je crois que c'est le secret des bonnes BO, c'est quand t'écoutes un morceau, on te passe le morceau et tu dis ok, c'est ce morceau là, le morceau s'appelle comme ça se passe à ce moment là dans le film. C'est vraiment quelque chose de très important, quoi. Si tu peux pas reconnaître un morceau d'une BO d'un autre morceau de cette même BO, c'est que la BO est pas bonne, c'est que les morceaux sont interchangeables, et à ce moment là c'est que la BO est ratée. En tout cas c'est mon point de vue. Et vraiment dans Tron Legacy, on a des morceaux qui sont tous complètement distincts les uns des autres, qui voilà, il y a pas de redite, il y a des thèmes. Il y a des thèmes récurrents, il y a des leitmotivs, hein. Il y a des mélodies qui reviennent petit à petit à certains endroits, mais c'est fait de manière tellement réussie, tellement maîtrisée. Pour dire, il y a beaucoup de gens qui parlent de la BO de Hans Zimmer sur Inception, et notamment les fameux les cuivres là, vous savez. Ben, c'est con à dire, mais je trouve qu'on les entendait déjà dans Tron Legacy en fait. En soi, ça voudrait dire que même ça, Hans Zimmer, il l'a pas vraiment inventé. Alors oui, d'accord, il l'a pas, même les Daft Punk n'ont rien inventé, mais je veux dire, il a mis ça en avant, il en a fait un peu sa signature, au moins sur ce film-là, mais en fait, finalement, c'est vrai que ça a été repris après par la suite, mais en fait, les Daft Punk avaient déjà fait ça un petit peu avant, et je pense que c'est important aussi de ne pas oublier que bah, toutes les BO peuvent se répondre les unes les autres, et que voilà, faut pas forcément attribuer tel type ou tel mérite à tel réalisateur, à
tel compositeur, à tel film. Non, tout est lié quoi, tout est lié. Et ce film nous montre vraiment que des artistes électro, si on leur laisse une certaine liberté, pourtant c'est Disney quand même, hein, si on leur laisse une certaine liberté d'action, ils peuvent vraiment proposer des morceaux complètement dingues, vraiment audacieux, qui se marient parfaitement avec l'esthétique. Et pour dire, c'est un des rares films où l'on peut vraiment dire que la BO est meilleure que le film. Et ouais, ça mériterait tellement, ça aurait tellement mérité un Oscar. Enfin, ils ont eu une pluie de récompenses, donc faut pas qu'ils, voilà, faut pas qu'ils aient peur les Daft Punk, faut pas qu'ils aient à rougir du travail qu'ils ont effectué quoi. Mais en tout cas, voilà, ça reste une excellente BO. Et je l'écoute encore aujourd'hui avec beaucoup de plaisir et j'ai encore le plaisir de m'y replonger dedans. Se dire que ça a été composé il y a 10 ans et que malgré ça, même s'il y a un côté un peu rétro, futuriste, comme c'est la mode en ce moment, ça c'était il y a 10 ans, et il y a 10 ans c'était loin d'être à la mode le rétro-futuriste, et pourtant c'est déjà audacieux, c'est déjà parfaitement réussi, parfaitement maîtrisé. Et c'est un vrai régal. Et je pense que tous les grands fans de synthwave d'aujourd'hui, si vous leur faites écouter cette BO là, ils vont trouver ça complètement dingue, ils vont adorer. Et ils vont dire: ah, c'est qui a fait ça? C'est Power Glove, c'est Mitch Murder, c'est. Non, 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 c'est les Daft Punk qui ont fait ça il y a 10 ans en fait. Bah ouais, les gars, les Daft Punk ont 10 ans d'avance sur tout, comme d'habitude en fait. C'est juste que on l'oublie un petit peu à chaque fois, mais c'est comme ça. Mais avant de passer au numéro 1 de ce classement, je voudrais revenir encore une fois sur quelques mentions honorables en termes de bande originale de film. Dredd. Le film est sorti en 2012 aux États-Unis et en France en 2013 en direct to vidéo. Oui, ce film n'est pas sorti au cinéma pour une raison assez obscure, apparemment parce qu'il ressemblait beaucoup trop à un film produit par Luc Besson qui avait un petit peu le même scénario, mais non mais franchement, je me rappelle que dans la même période, il y avait La Chute de la Maison Blanche qui était sortie et White House Down. Enfin, faut arrêter les conneries quoi. Au bout d'un moment, c'est pas grave si deux films qui se ressemblent un peu sortent au même moment. À une semaine d'intervalle, on a eu droit à la guerre des boutons et la nouvelle guerre des boutons. Enfin, ça s'est toujours fait ce genre de truc et c'est des hasards si vous voulez. Des fois non, c'est des guéguerres commerciales, mais enfin, je trouve ça complètement stupide de ne pas avoir sorti ce film en France, quoi. Enfin, je veux dire, Judge Dredd, dans la tête de tout le monde, c'est Stallone, c'est un bon truc kitsch des années 90, et c'est pas parce que les remakes de Robocop ou autres n'ont pas forcément fonctionné, ou Total Recall par exemple, que Dredd avait pas droit à sa chance. Parce que pour le coup, le film est plutôt bon. C'est pas un grand film, mais c'est un bon film d'action, avec une mise en scène sympa, un petit peu léché, des petits effets de slow motion qui passent bien. Et une musique composée par Paul Leonard Morgan, qui a déjà composé celle de Limitless, je ne sais pas si vous vous rappelez ce film. Et je veux dire, j'aime beaucoup cette musique, je trouve qu'elle passe vraiment très bien. Il y a un côté un petit peu. Par certains côtés, ça ressemble un petit peu aux prémices de ce qu'aurait pu être la musique de Doom, un côté un petit peu à mi-chemin entre de l'électro avec un peu de batterie, un peu bourrine et tout. Et enfin bref, le résultat est assez sympathique, ça casse pas trois pattes à un canard, c'est pas extraordinaire, mais moi c'est une BO que j'affectionne particulièrement, et vraiment le film est cool, hein. Allez le voir, en plus il y a Karl Urban dedans, qui pour respecter d'ailleurs le personnage originel du comics, n'enlève jamais sa visière, donc on ne voit jamais son visage, et permettez-moi de vous dire qu'un film dans lequel l'acteur principal ne montre jamais son visage, c'est une audace assez peu fréquente pour pouvoir être soulignée, hein, parce que tous les films de super-héros, où 90% du temps tu vois le visage du personnage alors qu'il est censé être masqué, excusez-moi. Bon, enfin bref. Donc, n'hésitez pas à aller voir Dredd, c'est un bon film, et voilà, sa BO elle est plutôt sympathique. Si vous avez aimé celle de Limitless, vous retrouverez des styles, des procédés un petit peu similaires, donc voilà, c'est plutôt appréciable on va dire. The Great Gatsby. Sorti en 2013 également, réalisé par Baz Luhrmann, l'immense Baz Luhrmann, je veux dire Moulin Rouge, Roméo et Juliette, Australien, Ballroom Dancing, voilà, ce type a une patte absolument incroyable et j'ai l'impression que ce film a été complètement boudé par la critique et par le public et je comprends toujours pas pourquoi. Parce que il propose ce que Baz Luhrmann fait de mieux habituellement, c'est-à-dire sa folie habituelle, son amour des grands costumes, du fast, de la danse et de la musique.
Et là, c'est une musique qui est, encore une fois, même s'il y a des compositions de Craig Armstrong, ça reste principalement une playlist. Donc c'est pour ça que je ne pouvais pas la mettre dans la catégorie, dans le classement officiel. En tout cas, cette playlist, bah, elle est fort sympathique et je vous conseille vraiment l'édition Deluxe ou Collector. Enfin bref, il y a une des deux versions de la BO, celle où il y a le plus de morceaux, que je trouve vraiment être la plus intéressante parce qu'elle intègre des petits dialogues un petit peu partout. Il y a un ou deux morceaux de Craig Armstrong dedans justement. Il y a No Church in the Wild que j'adore. Voilà, et puis surtout, pourquoi est-ce qu'on n'a pas seulement, ne serait-ce que nommé la chanson de Lana Del Rey, Young and Beautiful? On peut penser ce qu'on veut de Lana Del Rey, en attendant, cette chanson était vraiment magnifique, elle a été composée exprès pour ce film et je trouve qu'elle lui rend grâce complètement. Et puis après, je ne parle pas des multiples remixes et autres morceaux un petit peu starbés qui remettent au goût du jour des anciens standards. Il y a vraiment de quoi faire, ou qui au contraire remixent des morceaux modernes à la sauce jazzy Annie Foll. Je pense notamment au morceau de Beyoncé, Crazy in Love. Voilà, qui est joué un petit peu façon jazzy, début des années 1900. Enfin bref, il y a tout un tas de petites trouvailles qui sont vraiment très sympas. La direction artistique est sublime. Après, bien sûr, il y a des effets spéciaux super mal incrustés, mais parce que ça a été voulu, ça a été pensé pour être fait en 3D. Et bon, voilà, il y a des trucs sympas. La 3D n'est pas forcément quelque chose auquel on s'attend dans un film de ce style-là, dans le sens où c'est avant tout quand même une histoire un peu romantique. Mais malgré tout, voilà, ça a son petit effet pour toutes les scènes de fête, voilà, il y a un petit ajout qui est sympathique. Enfin voilà, franchement, allez voir ce film, c'est pas un indispensable, mais voilà, ça reste un film important pour moi de cette décennie, donc faut pas hésiter à le voir. Et comme je vous dis, cette BO, elle s'écoute, enfin voilà, c'est une très très sympathique playlist, et ça peut vraiment faire une bonne ambiance pour vos soirées par exemple, donc n'hésitez pas, foncez l'écouter. Sucker Punch, sorti en 2011 et réalisé par Zack Snyder, le réalisateur de Watchmen et de 300. Ce film est un geek porn, mais complet. Ça m'avait frappé la première fois. Les différents univers, on retrouve tout ce qui peut plaire à des geeks de toutes sortes. On a les nazis zombies, on a les cyborgs, on a l'atmosphère, l'univers d'Heroic Fantasy médiéval avec un dragon. On a les écolières avec les jupes sexy, enfin bref. On a des mélanges de tout un tas de fantasmes geeks de cette époque-là. Et voilà, ce film est un gros foutoir, défouloir, décomplexé, complet. Et bah, ça fait du bien, ça mérite d'être vu au moins une fois. Tiens, il y a même un super méca avec une tête de lapin peinte dessus. Enfin, je me rappelle à l'instant de ce truc. Il y a Vanessa Hudgens dedans. Voilà. Pourquoi? Parce que pourquoi pas? Parce que pourquoi pas? Voilà. Non, et il y a Jenna Malone aussi que j'aime beaucoup. Donc non, un film que j'ai bien apprécié, qui est assez spectaculaire, qui a de bonnes scènes d'action. C'est pas forcément très très cérébral. Ça vaut pas Watchmen évidemment, mais ça reste très plaisant à regarder, tout comme la Snyder Cut de Batman v Superman, tout comme la Snyder Cut de Justice League, non, que j'ai pas vu, non, non évidemment, mais que tout le monde espère voir un jour. Non, voilà, c'est vraiment parmi tous les films de, entre guillemets, action super-héros, j'allais dire super-héros, mais c'est pas vraiment un film de super-héros, même si ça on reprend tous les codes et ça pose tous les codes des films de super-héros qui vont sortir par la suite, notamment dans le DC Universe. Mais voilà, la BO composée par Brian Tyler, si je dis pas de bêtises, pas très très présente, il y a quelques petits incrustes par-ci par-là dans des chansons additionnelles. Donc encore une fois, comme pour The Great Gatsby, c'est une playlist cette BO. Il n'y a pas beaucoup de morceaux dedans, mais ceux qui y sont, je les trouve plutôt sympas. C'est principalement des reprises, des remixes, voilà, de morceaux préexistants. Il y a de la reprise de Queen d'ailleurs, tiens, c'est assez intéressant ça. Il y a de la reprise de Björk. Voilà, il y a des choses qui sont, voilà, qui méritent le détour. Il y a des petites trouvailles musicales moi, que je trouve très intéressantes. Le fait que chaque morceau résume plus ou moins une scène d'action à chaque fois. Voilà, il y a de l'idée, il y a de la trouvaille. Ça s'essouffle un petit peu sur la fin. Je trouve les derniers morceaux un petit peu moins intéressants. Sauf vraiment le générique de fin, Love is the Drug, qui est vraiment fort sympathique. Oscar Isaac donne pas envie de lui filer des tartes, contrairement à la trilogie Star Wars. Donc voilà, le film mérite vraiment d'être vu.
Donc voilà, si vous ne l'avez pas encore vu, foncez le voir, vous passerez un bien meilleur moment que devant Suicide Squad. Et vous aurez en plus une BO qui fait du bien aux oreilles. Voilà, un petit peu dans un état d'esprit complètement délirant, un peu à la Gardien de la Galaxie par exemple. Donc voilà, n'hésitez pas, allez-y. Fatal. Sorti en 2010 et réalisé par Michael Youn, Fatal, c'était le film français qui m'a fait beaucoup de bien ce début de décennie. On n'en voit pas beaucoup des films qui assument complètement de tenter des choses, de proposer un humour qui soit décalé, qui soit slapstick, qui soit à fond, à 400% dans son délire. On a eu ça un petit peu récemment avec Nicky Larson par exemple, qui a surpris beaucoup de monde. Voilà, et très clairement, voilà, j'ai beaucoup apprécié Fatal. J'ai pris autant de plaisir à voir ce film que j'avais eu à regarder La Cité de la Peur ou Astérix Mission Cléopâtre. Voilà, pour moi, c'est vraiment c'est les comédies, on va dire les entre guillemets meilleures comédies de leur décennie, en tout cas dans leur style. Voilà, il y a très très peu de comédies qui fonctionnent aussi bien dans un style aussi auto-parodique et voilà, et vraiment Fatal, c'est Michael Youn n'a pas peur de se mettre en danger, de s'autocritiquer lui-même, de se faire plaisir avec l'ensemble de ses potes, avec une distribution aux petits oignons qui va à fond dans l'humour trash, mais c'est pas. Il y a du mauvais goût, mais ça se justifie parce que c'est pas juste du mauvais goût pour faire du mauvais goût. C'est fait parce que derrière, il y a aussi une critique de quelque chose par rapport à quelque chose qui est malsain dans cette industrie, dans la télévision, dans les médias, etc. Et voilà, vraiment, je trouve ça super bien fichu et c'est une comédie qui méritait vraiment son succès. Et derrière, alors, il a fait une BO, mais qu'il a soignée et dont je tenais vraiment à parler parce que cette BO n'a pas connu de sortie officielle. C'est-à-dire que sur le site officiel du film, ou sur le site de Michael Youn, je sais plus, enfin voilà, je sais que la plupart des morceaux étaient disponibles en téléchargement gratuit d'ailleurs, mais il n'a pas sorti de BO officielle, que ce soit en matérialisé ou en digital, et je trouve ça vraiment dommage parce que cette BO aurait mérité une vraie sortie officielle, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'auraient acheté parce qu'il y a des putains de morceaux de rap RB, d'électro, il y a des parodies de variétoches et tout. Enfin, il s'est fait plaisir, il a fait des vrais morceaux. Il a fait des morceaux qui sont parodiques, mais qui sont des vrais morceaux, quoi, qui vraiment auraient fonctionné s'ils étaient sortis tels quels, quoi. Donc, c'est vraiment dommage que cette BO soit pas sortie officiellement. Mais voilà, allez voir ce film et si vous avez le moyen de vous procurer les morceaux, les différentes chansons, je sais que sur YouTube on peut les trouver sans problème, que ce soit Tu vas faire quoi, que ce soit Pédophile par Les Enculés, que ce soit les différents morceaux électro de Chris Prols, j'ai oublié le nom du comédien, mais voilà, de cet humoriste. Mais voilà, le personnage c'est Chris Prols. Et puis alors surtout, ce matin va être une pure soirée, c'est un hit. Mais le truc aurait mérité de passer en boucle sur Fun Radio parce que c'est à la fois une parodie de Tonight's Gonna Be a Good Night, enfin, I Got a Feeling des Black Eyed Peas. Jusque dans le titre, hein, c'est une parodie. C'est une parodie de tous les trucs un petit peu électro avec un gros black en featuring, en l'occurrence Big en plus. C'est-à-dire que le mec a vraiment pris Big dans le truc. Je me rappelle à l'époque, ma compagne me disait ouais, t'as entendu la voix du gars et tout, c'est comme tous les morceaux qui sortent. Je dis oui, mais c'est Big il a pas juste pris un mec qui avait fait du Big il a pris carrément Big qui faisait déjà des featuring dans tous les morceaux électro qui sortaient à cette époque-là. Donc il a pu se permettre ça parce qu'il est allé à fond dans son délire et ça passe vachement bien. C'est même plus de la parodie, c'est du pastiche. Et c'est ça qui est génial, quoi. Et vraiment, bravo Michael Youn. Et tant mieux s'il sort qu'un film comme ça tous les 10 ans, c'est pas grave. Le truc, c'est qu'il faut savoir trouver le film quand il sort et ne pas hésiter à aller le voir parce que c'est un plaisir total. Kung Fury. Sorti sur YouTube en 2015, Kung Fury, vous pouvez aller le voir gratuitement, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est un moyen métrage qui a été financé notamment par Kickstarter, je crois. C'est un délire suédois ou norvégien, je sais plus. Un délire, un trip complètement nostalgique façon années 80. On est dans la nostalgia porn la plus pure en termes de synthwave et compagnie. Voilà, on est complètement là-dedans, dans ce délire-là. Évidemment qu'avec tous les petits trucs façon Stranger Things, etc., qui étaient sortis entre temps,
Le mec avait un boulevard pour sortir ça et cartonner, et évidemment ça a cartonné, et la BO n'y est pas étrangère. Après, faut apprécier le délire, on est un petit peu dans le même moule qu'un film, qu'un jeu par exemple comme Far Cry 3 Blood Dragon, dont j'ai déjà parlé dans mes BO de jeux favorites, mais là, il y a quand même la particularité que on n'est plus dans les prémices, quoi. C'est vraiment, voilà, le mec savait que ça allait marcher, la prise de risque finalement est assez faible, surtout que bon, le mec sort ça sur YouTube, il a été autofinancé, donc bon, il n'y a pas de très grosses pertes au niveau de la production. Voilà, il n'empêche que c'est assez délirant, il y a des flics à tête de Triceratops, il y a des Hitler qui tuent des gens par téléphone, il y a voilà, des conneries de ce genre-là. Il y a du Power Glove, il y a de l'Overboard, il y a du voyage dans le temps, il y a des grillages laser, et bien sûr, il y a une BO à la Synthwave avec du Mitch Murder, avec du Lost Years, voilà, avec ce genre de délire. Et puis, surtout, David Hasselhoff au générique, avec un morceau absolument génial, et personnellement, je le trouve bien meilleur que la chanson qu'il a faite pour Les Gardiens de la Galaxie 2. Mais bon, ça c'est un point de vue très personnel. Donc, voilà. Kung Fury, est-ce qu'il est à voir? Oui, c'est à voir au moins une fois. C'est pas extraordinaire, effectivement. Tu sens que c'est quand même une production amateur. Et grosso modo, bah, je ferais pas mieux que la critique qu'en a fait Benzaï. Je pense qu'il a dit à peu près l'essentiel là-dessus. Et d'ailleurs, comme il a dit, il ne dépasse pas les ambitions de sa bande-annonce. Je pense que c'est assez vrai. Et puis surtout, bah, le mieux, effectivement, reste quand même le générique de fin, qui lui est absolument génial et qui est un vrai plaisir coupable. Donc voilà, faut pas hésiter à se faire plaisir et à aller écouter cette BO qui, voilà, qui est pas non plus révolutionnaire, mais qui fait du bien, voilà, en termes de petits délires nostalgiques. C'est du niveau de, voilà, si vous avez apprécié la BO de Far Cry 3 Blood Dragon, vous apprécierez la BO de Kung Fury. Donc voilà, n'hésitez pas à y jeter un œil et vous découvrirez sûrement certains artistes qui se la jouent rétro et qui, voilà, qui font de la musique sauce rétro et synthwave, voilà. Comme j'ai dit, Mitch Murder ou Lost Years, voilà, des bons synthés bien gras, on sent les lasers, les licornes et compagnie, enfin voilà, on est dans ce délire-là. Allez-y, faites-vous plaisir. Voilà, après ces quelques mentions honorables, on revient à notre classement et on s'attaque tout de suite au numéro 1 des BO de films, de mes BO de films préférés de cette décennie. Numéro 1, Cloud Atlas. Je ne pouvais pas faire un top 10 sans parler des Wachowski et surtout sans parler de ce film Cloud Atlas qui pour moi est extraordinaire. Je comprends qu'il y ait des gens qui n'aient pas du tout accroché à ce film-là, il n'y a aucun souci, je ne vous juge pas. Mais pour moi, Cloud Atlas reste certainement un des meilleurs films de cette décennie, si ce n'est le meilleur, mais je ne me suis pas vraiment attelé à faire un top 10 cinéma, mais voilà, il est dans mon top 3, en n'en pas douter. Ce film est tout bonnement incroyable. C'est voilà, réalisé par les Wachowski, qui ont réalisé Matrix notamment, co-réalisé avec Tom Tykwer, celui qui a réalisé Le Parfum, entre autres. Et c'est vraiment un film superbe, 6 histoires qui s'imbriquent les unes dans les autres temporellement à travers plusieurs éléments de scénario, à travers les personnages qui sont chaque fois incarnés sur différentes époques par les mêmes comédiens mais dans des rôles différents. Enfin, voilà, c'est un véritable micmac mais dont le résultat est tout bonnement magnifique. Et la BO alors, que dire? Quand on parle des Wachowski, on ne peut pas s'empêcher de penser à Matrix, bien sûr, et moi je pense toujours à Don Davis et au travail formidable qu'il a fait sur la trilogie Matrix. Et je fais partie de ceux qui considèrent que Don Davis est un des compositeurs les plus sous-estimés de notre époque. Il a continué son travail, malheureusement pas toujours avec de bons films, et maintenant il travaille plutôt sur des symphonies, sur d'autres choses. Mais je trouve ça un petit peu dommage parce que je pense qu'il aurait pu faire des musiques absolument superbes sur d'autres films des Wachowski. Je pense notamment à Jupiter par exemple. Je suis un petit peu fébrile à l'idée de ce Matrix 4 qui n'est réalisé que par Lana Wachowski et pas par les deux. Pourquoi Lily n'est pas dessus, je ne sais pas. Mais toujours est-il que je crains aussi beaucoup pour la BO de ce film. J'ai peur qu'elle soit très générique si c'est Michael Giacchino qui s'en occupe. Toujours est-il que donc, pour revenir à Cloud Atlas,
La BO a donc été composée par le trio de Tom Tykwer, Reinhold Hill, je crois, et, et j'oublie le troisième, John Klimek, je crois qu'il s'appelle. Voilà, le trio habituel qui compose les BO de tous les films de Tom Tykwer, qui a composé aussi le morceau In My Head, c'est le morceau que l'on entend dans la scène de la boîte de nuit dans Matrix 3, voilà, dans la boîte de nuit du mérovingien. Voilà, ils ont fait un travail symphonique absolument superbe. Je parle souvent du fait que pour moi une bonne BO, il faut qu'on puisse distinguer les morceaux les uns des autres. Pour moi, il y a autre chose aussi qui est très important dans une BO, et c'est pas toujours déterminant, mais là en l'occurrence ça l'est, c'est le pouvoir évocateur d'une musique. Quand vous écoutez une BO, soit effectivement vous n'avez pas vu le film avant et du coup vous appréciez juste la musique pour ce qu'elle est à ce moment-là, c'est-à-dire juste de la musique. Ou bien vous avez déjà vu le film, et dans ce cas-là, vous appréciez aussi la musique pour sa force évocatrice. Ce qui est incroyable dans Cloud Atlas, c'est justement cet aspect-là qui est incroyable, c'est que la musique a une force évocatrice qui est extraordinaire. Vous écoutez un morceau, vous savez instantanément, vous avez les images du film en tête, vous savez où vous en êtes. S'il y a plusieurs films, s'il y a plusieurs époques du film qui se chevauchent sur la même musique, vous avez les différentes époques en tête, vous savez ce qui se passe, vous savez que fait quel personnage, à quel moment, etc., au moment de la musique. Vous avez ce pouvoir-là, parce que c'est quelque chose qui arrive avec la BO d'un film comme Matrix. C'est pour ça aussi que je voulais en parler. C'est que pour moi, les BO des 3 Matrix, elles sont très très fortes pour ça. Je connais ces BO par cœur, parce que je les ai écoutées en boucle des dizaines de fois, mais aussi parce que j'ai aussi en tête les films que je connais par cœur, et du coup, à tel moment, je sais exactement ce qui se passe quand telle musique a lieu, etc. Et très clairement, avec Cloud Atlas, on retrouve ces sensations-là. Et j'ai été extrêmement heureux de retrouver ce genre de sensations. Quand j'ai vu Cloud Atlas et quand j'ai écouté la BO, je me suis dit, ah ouais, enfin, quoi, je retrouve vraiment quelque chose qui me fait du bien là. Je retrouve ces sensations-là d'avoir une BO qui me parle, qui me raconte vraiment le film, qui est là pour me refaire vivre ce moment-là. Elle est imprégnée, la BO est imprégnée du film et le film est imprégné de la BO. Enfin, tout est parfaitement bien mêlé. Pour moi, voilà, c'est vraiment une des BO qui correspond le mieux au film qu'elle est censée représenter. Il y a pas une fausse note, on est dedans, on est dans le film tout le temps, en permanence. Voilà, ce film, je comprends qu'il puisse ne pas plaire à tout le monde, il n'y a aucun souci là-dessus. J'étais très fan de The Fountain de Darren Aronofsky, donc je ne pouvais pas ne pas être fan de Cloud Atlas, forcément. Les comédiens sont géniaux. Je suis toujours un énorme fan de Hugo Weaving. Ses performances sont toutes complètement dingos. Tom Hanks, super. Alberi, enfin bref, on va pas tous les citer, mais voilà, les personnages sont touchants, drôles, passionnants, émouvants. Enfin, il y a de tout. Il y a tellement de séquences qui s'enchevêtrent là-dedans. Et voilà, c'est vraiment un film que je trouve magnifique. La BO est vraiment magnifique. À certains moments, quand je l'écoutais, j'avais l'impression d'écouter du Rob Dougan. Je vous conseille, Rob Dougan, il a fait le morceau Club to Death qu'on entend dans le premier Matrix. Il a fait dans Matrix 2, on entend, il y a Furious Angels qu'on entend. Il y a la chanson, la musique Château qui est dans la scène de baston du château, justement, dans le 2. Voilà, il l'a composé exprès pour Matrix 2. Et je vous conseille d'écouter son album qui est très différent. Alors, son album Furious Angels, il a sorti récemment un nouvel album que j'ai pas encore pris le temps d'écouter, mais dont j'ai écouté certains morceaux qui sont vraiment magnifiques. Mais je vous conseille d'écouter son album Furious Angels, d'écouter sa voix qui est très surprenante, et après écouter aussi l'instrumental. Parce que c'est un double album, il y a aussi les versions instrumentales dedans. Et vous verrez, dans les versions instrumentales, quand vous entendrez tout ça, vous réécouterez après la BO de Cloud Atlas et vous verrez, il y a des choses qui se répondent. C'est assez curieux, quoi, finalement. On retrouve vraiment ce genre d'atmosphère-là, et c'est ça qui m'a beaucoup plu. J'ai vraiment eu l'impression d'écouter du Rob Dougan du Rob Dougan instrumental symphonique, voilà, quand j'écoutais la BO de Cloud Atlas. C'est superbe. C'est vraiment... c'est au-delà des mots, quoi. C'est de la poésie. On est à nouveau comme pour du Cécile Corbel, quoi. On est un petit peu là-dedans, quoi, dans quelque chose de très émouvant, de très poétique et d'enivrant. Ça vous invite au voyage. Et voilà, pour moi,
il ne peut pas être autrement qu'en numéro un, parce que voilà, pour moi c'est très clairement la BO. Si je devais vraiment choisir sur toutes les BO que je devais embarquer sur une île déserte, c'est celle que je prendrais, parce que c'est celle qui me fera le plus facilement, qui m'aidera le plus facilement à, à croire au lendemain et à me dire non, bah, ne désespère pas sur cette île déserte. Voilà. Si je devais, voilà, si je devais me faire enterrer, bah oui, je choisirais cette BO aussi. Si je devais me marier, j'utiliserais aussi une musique de cette BO. Enfin voilà, c'est pour moi, elle est en top 1 sur tellement de situations différentes que elle peut pas être autrement qu'en numéro 1 pour mes BO favorites de cette décennie. Voilà. Écoutez, ce top 10 de la décennie des BO de films est à présent terminé. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez surtout pas à me donner votre avis sur les BO que j'ai donné et sur toutes les BO que je n'ai pas mentionnées. Je serais très ravi de pouvoir échanger un petit peu avec vous, connaître votre point de vue et peut-être même découvrir des BO dont je n'ai pas parlé dans cette vidéo, mais que du coup j'aurai plaisir à découvrir si vous m'en parlez. Donc n'hésitez pas à m'en recommander. Vous voyez un petit peu mes goûts, hein. Alors vous n'êtes pas obligé de proposer des choses qui sont dans mes goûts, proposez-moi aussi des choses qui ne sont pas du tout dans mes goûts, justement. Peut-être qu'après tout je vais changer d'avis et me mettre à apprécier des choses que je n'ai pas l'habitude d'apprécier en général. Je suis pas forcément fan des BO très académiques, mais ça dépend, il peut y en avoir que malgré tout j'apprécie énormément. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Likez, commentez et partagez comme toujours. Tenez-vous bien au chaud. Voilà, si vous ne faites pas partie de ces professions essentielles au fonctionnement du pays, et ben, restez chez vous le plus possible. Allez vous acheter à manger et rentrez chez vous, mangez. Reposez-vous, faites du ménage chez vous, faites des projets, voilà, faites du bricolage si vous voulez. Allez voir, allez regarder des films, allez écouter des BO justement, c'est l'occasion. Faites-vous plaisir quoi. Il y a énormément toutes les BO dont j'ai parlé, la plupart sont disponibles ou sur des plateformes semi-payantes de type Deezer, pardon, Spotify, ou même sur des plateformes gratuites comme YouTube pour la plupart. Donc n'hésitez surtout pas à aller les découvrir et voilà. Faites-vous plaisir, encore une fois, n'hésitez pas à faire partager cette culture autour de vous, parce que je crois que plus que jamais, c'est l'occasion de profiter de tout ça. Voilà. Surtout portez-vous bien, prenez bien soin de vous, allez voir, pas des films du coup, voilà, non, allez écouter des BO, écouter de la musique, toutes sortes de musique surtout. Et puis on se revoit très bientôt, surtout si vous êtes en rade de vidéos intéressantes ou que YouTube vous ennuie en ce moment. Vous savez que je sors le calendrier de l'après, où chaque semaine je parle de musique récente et de cas de déjà entendus. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à cette playlist. En ce moment c'est un petit peu à l'arrêt parce que je suis en train de peaufiner la vidéo sur l'Eurovision qui va sortir normalement d'ici une semaine ou deux. Je suis désolé, je prends un petit peu de retard, mais moi aussi le Covid-19 du coup a une certaine influence sur ma vie professionnelle et personnelle, et du coup je peux pas faire exactement comme je veux, mais je préfère prendre soin de cette BO, n'importe quoi, prendre soin de cette vidéo, faire en sorte de la sortir le plus tard possible, mais qu'elle soit la plus soignée possible. Donc voilà, désolé si j'ai pas pu sortir dans les temps impartis que j'avais proposé à la base, mais rassurez-vous, ensuite le calendrier de l'après reprendra son cours, et comme j'ai dit, on essaiera même d'accélérer un petit peu le tempo. Allez, cette vidéo a duré beaucoup trop longtemps, je vous dis tous à très bientôt, prenez soin de vous, ciao.